Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons prendre le train des musiques actuelles et nous descendons quai M, situé entre le quai Stéréolux à Nantes et le quai de la Sirène à La Rochelle pour rencontrer le directeur du quai M, Benoît Bénazé. Un quai de 2826 mètres carrés, 2 salles, 5 studios, un toit terrasse, bref, un petit coin de paradis musical. Un petit coin de paradis. Ah, il faut savoir tout faire dans cette émission, même chanter. Et c'est sans doute sous les voûtes célestes du cloître de l'abbaye royale de Nieul-sur-le-Tise que le petit Benoît a entendu l'appel et que la musique au cœur lui a été insufflée par voix chorale et qu'il a fini par plonger dans le magma de la musique. Oui, depuis qu'il est tout petit, cet homme, il respire la musique, son cœur bat la mesure, son pouls suit les pulsations. Depuis les années collège Joliot-Curie de Saint-Hilaire-des-Loges, monsieur a de la suite de piano dans les idées. Déjà, il fallait le voir, ce beau gosse, rouler des gospels derrière les préfats de Madame Saint-Marc. Que voulez-vous? Il avait déjà le goût des smacks. Fallait le voir rapper, zapper d'un morceau à l'autre, sniffer de la blanche, travailler à la noire, gober de la ronde. Bref, tout ce qui portait ou qui passait à sa portée de musique, un vrai va-tango, donnant sa langue au cha-cha, touchant à tout ce qui bouge, changeant de musique comme de showbiz. Bénazé, c'était le mix shaker des collégiens, se saoulant à la biguine, se nourrissant de bols de rythme and blues, mangeant à tous les ateliers, fort en tempo, peintre en battement, un vrai rat de clavier qui s'adonnait au plaisir organiste. Vous le constatez, avec une vie partant en mambo, avec une vie rayée comme du papier à musique, pas étonnant qu'il ait pris la clé des chants et des songs et qu'il ait fait de la scène son métier. Enfin, s'il ne brûle pas directement les planches, il organise et réunit des visages, des figures, bref, il programme ceux qui allument le feu pour le grand incendie. Voilà des années maintenant que Benoît est aux commandes de la scène des musiques actuelles vendéennes. Pourvoyeur d'envie, démarcheur d'éphémères, marchand de lumière, allumeur de rêves, Benoît a le nez et l'oreille. Il carbure à l'instant et au coup de cœur, découvreur de talent. Eh bien, il n'hésite pas à faire du poste à poste pour décrocher les têtes d'affiche, dénicher les découvertes, oser les rencontres, opérer des fusions et diffusions des talents et faire du quai M un lieu incontournable et précieux, un lieu des possibles où l'on peut célébrer le mariage de la harpe et du punk. Bref, vous l'avez compris, le quai M, on aime, on en redemande. Quelle est l'histoire de ce lieu? Quelles sont ses missions? Studios, salles de concert? Qui fréquente ce lieu? Comment se concocte une programmation? Quelles sont les coulisses de cette scène? Voilà toutes les questions que nous allons poser à notre invité, Benoît Bénazé. Bonjour Benoît. Bonjour, merci Jérôme. Ça va? Ouais, très bien. Je vois que tu as travaillé. Ouais, mais il me semble qu'on a dû partager quelques professeurs, Samar, derrière les préfats du collège Joliot-Curie à Saint-Hilaire-des-Loges. Ouais. La belle région qui est le sud Vendée. La plus belle. Ah, oui, il n'y a pas à dire, la plus belle. Avant de commencer l'entretien, permets-moi de te présenter nos deux rockers qui ont du cœur. Et quand on a la musique au cœur, comme dirait la grande rockeuse Eva Ruggieri, on ne craint pas la fartus. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, Très bien. La musique. Ah, la musique, alors c'est en jus de la salicorne, alors elle est verte en fin de compte. Hein. Ah oui, ouais, c'est ça. La salicorne est verte. Ou un peu grise, je crois. Elle est verte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle est verte, les choses sont précisées. Ça va bien? Très bien. Donc, au menu salicorne et pommes de terre. Salicorne, puisque c'est de saison, et puis ça s'accompagne bien avec des pommes de terre nouvelles de chez un voisin jardinier qui cultive sur une terre d'alluvion en face la rivière La Vie, et qui sont des petits producteurs locaux qui font un travail de qualité. Ça tombe bien, puisque je crois que notre invité est aussi un amateur de la cuisine et de la bonne cuisine. Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour. Comment on va? Bonjour Jean-Pierre. On va comme on l'a mené? On va comme on l'a mené, oui. Mais tout va bien. Vous nous présenterez un petit peu le KM également? Disons que je présenterai surtout une vidéo que m'a fournie le KM. Ouais. Et puis, voilà, non mais... on connaît Benoît depuis... on ne dit pas, parce que ça nous vieillirait trop. Voilà, exactement. Sur le rendez-vous des musiques actuelles, c'est ça? Oui. On était ensemble au niveau de la création du pôle régional des musiques actuelles. D'accord. Il y a 17 ans. La création du pôle, oui. ça veut dire que c'est un travail de longue haleine que... Ce fut un travail de longue haleine à l'époque, surtout pour réunir toutes les obédiences possibles, c'est-à-dire aussi bien
le trad, les musiques actuelles, le jazz. La variété, etc. Donc voilà, il y a fort longtemps, on était un peu précurseurs d'ailleurs en France. Les radios. À l'époque. Et effectivement, les radios, les labels, enfin les maisons de disques. Toute la vie musicale. Benoît, présentez-nous, décrivez-nous un petit peu le KM, quelle est son histoire, puis ses missions, et qu'est-ce qu'on y retrouve. Voilà, on vous invite à nous faire une visite du lieu. Alors le KM, déjà, c'est un bâtiment qui a été inauguré le 7 septembre 2022, qui est situé boulevard Leclerc à La Roche-sur-Yon, face à la gare, de l'autre côté. La passerelle, on prend la passerelle et hop, on est au KM. Et c'est un bâtiment, on ne peut pas le rater. C'est un bâtiment tout nouveau, même si ça ressemble à une réhabilitation. Donc c'est une scène de musique actuelle. Alors ça, c'est une dénomination du ministère de la Culture pour dire, voilà, il y a les opéras nationaux, il y a les scènes nationales, etc. Et il y a les scènes de musique actuelle, donc c'est dédié aux concerts de musique, on va dire, amplifiée. Et pas que, des fois aussi musique acoustique. Et on a 2 salles de spectacle, une de 874 places, une de 198 places, 5 studios de répétition pour les amateurs, les professionnels. Alors là, il n'y a pas de choix artistique. Parce que ça fait partie aussi des missions. Totalement. On a 3 types de missions. La première mission, c'est la diffusion de concerts. Donc, on organise à peu près 75 concerts pour environ 55 000 spectateurs. Ce qui est un beau rapport. Voilà, c'est bien. Après, il y a du dans les murs et du hors les murs. La deuxième mission, c'est ce qu'on appelle l'aide à la création. Donc, c'est accueillir des artistes en résidence, mais aussi accompagner tous les artistes amateurs justement dans les studios de répétition. Et puis, on a une mission d'accompagnement. S'il y a des jeunes groupes ou artistes vendéens où on détermine qu'il y a du potentiel. Donc on va les accompagner sur une structuration professionnelle pour que demain ils deviennent les artistes de demain. Voilà, tout à fait. Et notre dernière mission, qui est peut-être celle qu'on voit le moins, mais qui est celle qui a, en tout cas, peut-être pas le plus de sens, mais autant de sens que les autres, c'est l'éducation artistique et culturelle, avec trois pans, en direction des scolaires, en direction du tout public, et en direction de ce qu'on appelle les publics spécifiques. Donc ça peut être... public empêché. Voilà, tout à fait, en situation de handicap, ça peut être milieu carcéral, ça peut être les jeunes des quartiers, ou les familles. Donc voilà, on a ces 3 missions-là, et on est 18 salariés à travailler sur ce bel équipement et ce beau projet, et qui rencontre d'ores et déjà un grand succès. Un grand succès. C'est un peu la suite du Fusion. Le Fusion, parce que la scène Fusion, elle est très connue aussi en Vendée, les Lyonnais. Le KM, c'est une autre dimension, mais c'est... Ouais. Complètement, c'est le même projet. C'est le même projet, c'est juste qu'il est amplifié, et que le fait d'avoir un bâtiment récent, très beau et très réussi, fait un focus, alors que ça faisait 35 ans que la structure existait. Et évidemment, on accueille des artistes, on parlait d'Arthur H dans les coulisses tout à l'heure. Arthur H, on ne pouvait pas l'accueillir aux Fusions auparavant, là on peut accueillir ce type d'artiste. Et évidemment, il y a plein de gens qui découvrent le KM à travers l'avenue de têtes d'affiche, mais on espère les voir sur des artistes. Voilà. Et ça, c'est le sens de notre travail. C'est tout, parce que vous parliez de l'importance du bâtiment. Après, le bâtiment, ça reste un bâtiment, même s'il est très important. C'est bien les hommes et les femmes qui font vivre ce bâtiment. Quand vous disiez arriver à faire un lieu pour tous et pour chacun, puisqu'on parle de public aussi empêché, ça veut dire que dans la conception même du bâtiment, qui est fait par des hommes et des femmes, vous y avez été associé pour se dire, hier on ne pouvait pas accueillir Arthur H, aujourd'hui on peut l'accueillir, puis on peut en accueillir d'autres, on peut accueillir d'autres types de publics. C'est important ça d'être associé dès le démarrage de la phase de concours à la réalisation ? Alors pour moi c'est essentiel, c'est la clé de la réussite de n'importe quel bâtiment public. Demain, si par exemple j'étais président du Stade Rochelet et qu'on faisait un nouveau stade, voilà, il faudrait être associé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on accueille du public, on est dans ce qu'on appelle des ERP. Établissement recevant du public. Voilà, on a une mission de service public et ce job-là, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour le public, la population, on va dire aglo-lyonnaise, vendéenne et au-delà. Et pour ça, quand les architectes remportent des concours et que les collectivités, en tout cas, lancent des appels d'offres, il est essentiel et primordial d'être associé. C'est-à-dire ce qu'on appelle la maîtrise d'usage pour que ce soit une clé.
de réussite et un facteur de réussite. Il faut que les futurs usagers s'approprient le projet. Ouais. Et ça ne peut passer que par des concertations, des réunions de travail, pour que... moi, c'est 14 ans de préparation, plus, on va dire, 4-5 ans de phase chantier. Depuis 18 ans, j'ai eu le temps de penser à des scénarios voir les manques, B, C, D, E. Les essentiels. C'est pas ma maison, j'y vais pas. Ah oui, vous dormez pas, ok. J'y ai dormi au début. Et donc, du coup, non, on le fait pour le public. On a envie forcément que le lieu soit le plus joli, le plus beau, et le plus réussi, parce qu'on en est fiers quand on a travaillé aussi longtemps. Et là, je parle de toute l'équipe, l'association, les salariés qui sont là. Et les artistes aussi, j'imagine. Et les artistes. Tout le monde en est très fier, mais c'est lié uniquement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'être associé dès le départ, dès ce qu'on appelle la phase concours. Et pour moi, c'est la clé de la réussite de ce bâtiment et de cette expérience que j'ai vécue, qui est une expérience incroyable. Donc, la casquette de programmateur, mais le casque de chantier aussi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai bien aimé. C'est vrai. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai plein de collègues en France, parce que j'ai visité à peu près une centaine de lieux en France et puis en Europe. J'ai plein de collègues qui ont beaucoup souffert de cette phase-là. Et moi, c'est un vrai plaisir. C'était une belle aventure. Ouais, parce que l'architecte a vraiment... elle a vraiment compris une chose, c'est qu'il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a la maîtrise d'œuvre et il y a la maîtrise d'usage. Et à partir de ce moment-là, elle voulait comprendre où on voulait aller et ce qu'on souhaitait. Et puis nous, il fallait inversement faire le même chemin. Et ce qu'on a parfaitement réalisé très rapidement. Donc, quelle expérience. En tout cas, moi, en tant que spectateur, j'ai pu aussi constater que... Et vous parliez de convivialité, d'un espace où j'ai croisé plein de gens que il y a longtemps que je n'avais pas vu. Donc on arrive, 900 personnes, on arrive à se retrouver, et avec cette relation à l'artiste très proche. Enfin, moi, j'étais bluffé qu'on soit autant où on n'avait pas du tout le sentiment d'être aussi nombreux. Donc dans ce sens-là, c'est une vraie réussite aussi. Oui, parce qu'il y a de la proximité. Le fond de la salle, il est à 16 mètres de la scène. C'est très près, 16 mètres. Et malgré tout, il y a 900 personnes, parce qu'il y a aussi 16 mètres d'ouverture et un balcon. Et puis, il y a plusieurs niveaux qui cassent aussi ce côté... il y a 6 niveaux de public. Et c'est ce qui donne cette convivialité, ce côté un peu chaudron de la salle. Et ça, par contre, ça, c'est ma volonté depuis le début. Je trouve que l'architecte, elle a sublimé l'intention écrite. Elle a su traduire ce que la philosophie et le concept. Notamment avec la présence du bois. Oui, super matériaux, acoustiquement et puis dans les vertus du bois. Et encore, ça sent le bois. Ça sent le bois. Au bout de 2 ans, c'est incroyable. C'est fou. Vous en parlez très bien, Benoît. On va maintenant mettre des images. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre. Vous nous servez de guide, vous nous envoyez OKM. Oui, c'est très simple. Il suffisait de passer un coup de fil au service communication de cet honorable établissement pour qu'il m'envoie une vidéo, et je ne s'est pas pris la tête. On va la passer telle qu'on l'a reçue. C'est bien. Parce qu'elle est parfaite. Donc, pas de retouche. On ne la verra pas en entier, malheureusement. Mais on verra des images du lieu. On verra déjà le lieu, le monument. On y va. Tout de suite au KM.
Voilà, les portes sont ouvertes. Soyez les bienvenus au KM. Alors, Benoît, comment on devient directeur du KM? C'est quoi votre parcours? Je disais que vous étiez tombé, vous aviez reçu la voix insufflée au cœur de l'abbaye royale de Nieul-sur-le-Diz, mais la musique, c'est depuis que vous êtes tout petit? Oui et non. Oui et non. Effectivement, on écoutait un petit peu de musique à la maison, mais non, je me suis fait tout seul. Voilà, tout seul. C'est-à-dire que c'est pas mes frères qui écoutaient de la musique ou mes parents. Voilà, j'ai eu à un moment donné une opportunité très jeune, vers 14 ans, d'aller voir un concert. Aussi parce qu'il y avait un environnement via les amis de mes parents, etc. Et j'ai eu une sorte de révélation, de choc, pour me dire, ben voilà, il n'y a pas que Dépêche Mode et Cure, ou, à l'époque c'était un peu ça, ou Led Zeppelin, et je me suis mis à écouter la musique, et quand je fais des choses, j'aime bien aller jusqu'au maximum de mes possibilités à moi, et donc du coup, j'y suis allé à fond, et j'ai commencé à acheter mes premiers fanzines, puisqu'à l'époque on achetait la presse papier, et commencé à acheter mes premiers vinyles, avec mon argent de poche. Je ramassais même des escargots pour les revendre à des restaurants pour acheter les vinyles. Et voilà, l'escargot vendéen, etc. Mais oui, c'est comme ça que ça marchait, parce que évidemment j'avais un peu d'argent de poche, mais pas beaucoup. Mais voilà, c'était 100 francs les 1000 escargots, pour info. Je suis à le sens des affaires. Et voilà, et derrière, je m'achetais mes vinyles, j'achetais mes fanzines, et puis j'avais aussi la chance à l'époque d'avoir un disquaire voilà, Laurent, qui m'a éduqué quelque part aussi. Sur un monde. Ouais, tout à fait. Et c'est comme les libraires, les disquaires, c'est hyper important. Et la rencontre. Voilà, une fois de plus, la rencontre. Et la transmission. Parce que ça, tu es bien placé pour le savoir, mais la transmission, pour moi, c'est essentiel. Et du coup, mon éducation musicale, je l'ai faite tout seul. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des adultes qui m'accompagnaient, on va dire, quand j'étais mineur, pour aller voir des concerts, parce qu'à l'époque, eh bien, il fallait faire beaucoup de kilomètres pour aller voir des concerts. C'était Bordeaux, c'était Rennes, c'était Poitiers, et puis après Paris. Fontenay, le festival de rock, était né ou alors, t'en as été un Non, alors je ne suis pas à la création du festival, c'est Bernard Leclerc et David Fourier. Et David, c'est une idée de David Fourier qui a trouvé un appui sur le directeur de l'Office social et culturel qui s'appelait Bernard Leclerc. Et là-dessus, ils ont matché. Moi, je suis arrivé comme bénévole la deuxième année, et j'avais 15 ans. Deuxième année, et après, j'ai voulu me professionnaliser en 91-92. Le souci à l'époque, c'est que les formations dans le domaine de la culture, il y en avait pas. Ça n'existait pas. C'était compliqué. Et du coup, en 80, j'ai fait une formation universitaire droit, et derrière, j'ai pu accéder, parce que les premières formations arrivaient en 94-95 sur Bordeaux, où je me suis formé à la direction de projets culturels. Et puis après, j'ai eu un master de directeur d'équipement culturel. Et parallèlement, mais entre les 14-15 ans puis ces études, j'ai eu énormément d'expériences de bénévole. Alors là, aussi bien dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, et pas forcément que dans la musique actuelle, parce que ce qui m'intéressait, c'était le spectacle vivant. Le spectacle vivant. Et évidemment, j'avais cette passion de la musique, mais j'avais déjà un objectif. Alors ça va vous faire sourire, parce que j'avais un objectif, j'ai toujours rêvé de faire la construction d'un bâtiment. Donc la préfiguration d'un bâtiment. Pas de hasard. Pour moi, et d'ailleurs c'est mon mémoire. Mon mémoire de fin d'études était sur la préfiguration et donc la construction d'un bâtiment dédié à la musique et aux résidences, etc., etc. Bon, bref, le KM, quoi. Alors, je l'avais imaginé en milieu rural, moi, à l'époque. Je ne l'avais pas imaginé en milieu urbain, mais sur ma soutenance, je parle. Et du coup, je suis très fier de ce parcours-là. Mais ce parcours-là, il se fait aussi parce que j'ai eu toutes ces expériences de bénévole. Donc, rencontre, richesse, on apprend de différents environnements, de différentes personnes, et on construit les bases. Et le plus important dans ce métier-là, c'est d'avoir des bases. Et là,
parle aussi bien de la programmation, c'est-à-dire d'écouter des disques, aussi bien de jazz, de musique classique aussi. D'univers très différents. Oui, complètement. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, la musique, elle s'inspire de tellement d'univers. Il n'y a pas de frontières, elle traverse les disciplines. Donc voilà, mon parcours, il est... Après, j'ai plein d'autres expériences. J'ai travaillé sur des grosses manifestations à 50 000 personnes et des manifestations... savoir gérer ça, Alors à l'époque, je ne gérais pas forcément, parce que j'étais plus jeune, mais j'ai travaillé sur des énormes productions, Pink Floyd, etc. Mais ce qui m'a très vite intéressé, justement, c'est de ne pas faire ça. D'accord. C'est-à-dire que c'était beaucoup trop... Voilà, je voulais être un peu au cœur du game. Yes. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, justement, c'était les lieux plus intimistes. Plus alternatifs. Voilà, et moins dans l'industrie, même si maintenant l'industrie me rattrape évidemment. Mais c'est ce qui m'intéressait à cette époque-là. Et je suis très fier d'avoir fait ce parcours-là parce que c'est un parcours qui a été... Beau parcours. Ouais, puis plein d'embûches aussi. Oui, j'imagine. C'est comme un parcours équestre. Et les escargots, toujours? Ouais. Alors, j'adore les escargots. La transition pour la cuisine est toute trouvée. Enfin, je dis cuisine, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le moment de Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Ah ben, les lumeurs. Les Jean-Pierre, ça c'est bon, les lumeurs, il y en a plein en plus, il suffit de se baisser pour les ramasser, les mettre à jeûner et puis après on les cuisine, c'est vrai. Voilà, qui peuvent s'accompagner de... Et on les accompagne éventuellement, là c'est la saison un petit peu des pommes de terre nouvelles, et voilà, et les pommes de terre nouvelles, c'est également la saison des premières salicornes, enfin des salicornes. Et alors donc ça pousse en eau salée, quand les prés sont inondés, que la mer se retire. Et à ce moment-là, c'est là que poussent les salicornes au printemps. Et c'est fabuleux pour accompagner les pommes de terre nouvelles. Celles-là, elles sont faites chez mon voisin. Donc c'est Fred et puis Sébastien qui ont monté une production de jardinerie locale à haute valeur environnementale. Ça veut dire que c'est fait avec sans traitement chimique, pas de hors-sol, entièrement du naturel. C'est pratiquement du bio, mais il n'y a pas l'appellation bio, dit toute... Qui demande aussi une voilà, mais c'est du haute valeur Buvez un coup, Jean-Pierre. J'étais pas loin. Nous vous avons compris. Non. C'est pas facile, hein. Fais un métier difficile. C'est pas de la télé. Faites donc de la télé, c'est ça. Et alors, je trouve ça intéressant parce qu'ils vont directement du producteur au consommateur. On passe devant chez eux, donc autant les faire travailler sans intermédiaire, c'est du direct. Et c'est un gage de qualité. Alors bon, les pommes de terre, moi j'ai une vieille recette qui me plaît bien avec les patates nouvelles, c'est de faire des pommes de terre au caillou. J'ai une vieille dame du village qui est au bord de la vie, il s'appelait le village de la Bodelinière, là où il y a un souterrain qui arrive, qui relie Saint-Gilles au Fenouillet, et elle faisait des patates au caillou. Alors au début, j'ai dit quoi? Des patates au caillou. Alors c'est de l'hébreu, des patates au caillou. Eh bien, elle ramassait des galets à Saint-Gilles sur la plage, elle les mettait dans le fond d'une vieille casserole, elle mettait de l'eau de mer dessus à recouvrir. S'il y avait des algues, elle mettait des algues en dessous et elle faisait cuire ses pommes de terre à la vapeur. Quand l'eau était évaporée des cailloux, les pommes de terre étaient cuites, il faut mettre un couvercle dessus, et elles avaient un parfum, elles étaient vraiment délicieuses. Et le terme patate au caillou, d'abord, ça surprend, ça intrigue. C'est une histoire très conte. C'est une vraie histoire, et j'ai trouvé ça intéressant comme méthode de cuisson des pommes de terre. Après, on peut le faire de mille manières, les pommes de terre nouvelles. Bon, je ne vais pas en faire un cours de cuisine sur les pommes de terre. Voilà. Très bien. Voilà, et les salicornes, profitez-en, c'est le début de la récolte, il y en a, vous pouvez les récolter vous-même, ou les acheter chez un producteur maritime qui vend des salicornes, particulièrement chez les producteurs de sel. Eh ben, très bien. Puis c'est important de valoriser les circuits courts, comme en musique, j'imagine. Pareil, c'est la même chose. On parlait de l'industrie musicale aussi, mais faire de la place aussi à tous les univers. Merci Jean-Pierre. Benoît, quelques secondes pour nous parler de Airpop, c'est le prochain rendez-vous.
c'est cet été à partir du 24 juin jusqu'au 8 juillet. Quelques rendez-vous, combien de spectacles? Alors, il y a eu 12 rendez-vous, enfin non, il y en a 13 rendez-vous, pardon. Il y a des rendez-vous au KM, il y a 8 rendez-vous au KM, il y a un rendez-vous au Ciel pour le jeune public et des rendez-vous place Jacques Chirac pour animer cette place. Donc, du coup, le premier concert, c'est Ina De Yard, le 24 juin, qui est la tête d'affiche du festival. Et voilà, il y a à peu près une vingtaine d'artistes et de DJ qui vont se produire. C'est entièrement gratuit. C'est une vraie chance. Et puis, c'est aussi toujours gage de qualité. Quand vous parliez de la programmation et du public qui venait nombreux, c'est aussi le fruit du travail de toute une équipe et de votre travail, Benoît. On était très heureux de vous avoir au comptoir. Bon vent, puis à bientôt au KM, on viendra vous voir. Merci les Jean-Pierre. Puis, merci. Comme on a l'habitude de se dire, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.